Bonjour à vous ODH Note, auditeurs ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI dans le monde qui est L'actualité OVNI dans le monde. Je suis actuellement dans le département de l'Yonne en présence de Rémi Fauchereau. Bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Qui est donc ufologue et président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens. Et là donc nous avons fait une pause pour enregistrer cette émission pour vous ODH Note, puisque nous parcourons donc les routes ufologiques du département de l'Yonne et des départements limitrophes. Mais c'est pas le thème de cette édition, puisqu'on va s'intéresser d'abord aux informations importantes. Au sommaire de cette édition, concernant l'actualité d'ODH TV, je tiens à vous signaler que tout comme pour le JT OVNI en France du mois d'août, il y aura une édition spéciale de Matin OVNI dans le monde en août 2018, composée de rééditions d'anciens interviews et dossiers datant de 2007 à 2012. Poursuivons donc le sommaire de l'édition. Éric Zurcher vous parlera dans un premier temps d'un cas de décorporation de la conscience du témoin. Puis, je passerai à la première annonce, dans le cas d'ODH TV, du congrès du Garpan d'octobre 2018, un congrès international. Je tiens quand même à vous faire part que vous retrouverez, courant de l'été, une interview exclusive de Yann Vadnet, donc directeur du Garpan, qui vous parlera un petit peu plus en détail de ce congrès. Puis dans la rubrique Culture OVNI, Gilles Durand vous parlera de l'affaire de Bâle de 1566 en Suisse. Ensuite, je vous partagerai l'actualité OVNI dans le monde de mars à mai 2018. Et dans le dossier de l'édition, nous aborderons cette fois-ci la suite des réflexions autour du phénomène OVNI avec les interventions de Robert Roussel, Éric Zurcher et Rémi Fauchereau. Tu as des cas où le phénomène décorpore la conscience du témoin. Tu as des cas comme ça. Notamment un cas très célèbre enquêté par Jacques Vallée qui s'est déroulé en 68 à Lompoc, en Californie. Les 4 témoins dans la voiture, l'OVNI arrive au-dessus, 4 faisceaux lumineux traversent le toit de la bagnole. Tous les 4 se retrouvent à 3 mètres au-dessus de la voiture. Le conducteur se voit conduire en bas et les 3 autres se voient en bas à côté. Et ils se voient de 3 mètres au-dessus. Ça s'est transformé en R4, mais là il y a eu missing time au-dessus après. Et il y en a une seule des 4 qui a eu les moyens et qui a voulu aller jusqu'au bout et qui a fait une régression hypnotique avec un vrai spécialiste. Et c'est comme ça que Vallée a fait un très beau travail sur ce cas. Il a retrouvé les 3 autres témoins 15-20 ans après. Or, ce phénomène est donc capable de délocaliser la conscience humaine, ce qui est très lourd aussi. J'en suis venu à penser que toutes les abductions, toutes les R4 ne sont rien d'autre qu'une manipulation de la conscience humaine délocalisée, moi. Et pourquoi je pense ça ? Parce que dans les R3, tu as 33% en moyenne de cas de témoins multiples. Et ça n'existe pas dans les R4. Je serais très étonné je serais très curieux qu'il y ait un cas qui ne soit pas puisé dans notre culture. Voir un peu ce qu'on verrait, si on verrait quelque chose, et qu'est-ce qu'on en dirait. Les 27 et 28 octobre 2018 se déroulera le 5e congrès ufologique international de Montréal, organisé par le Garpan, qui accueillera sur place plusieurs conférenciers internationaux spécialisés en ufologie et plusieurs auteurs et investigateurs du Québec. Dirigé par un comité scientifique, l'objectif est de rassembler des chercheurs effectuant des travaux de pointe sur les bénéfices des études ufologiques pour les sciences humaines et sociales et pour les sciences pures et physiques. Cet effort de reconnaissance envers le monde savant et les médias se traduira par une conférence de presse réunissant des sommités dans le domaine pour faire le point sur l'état actuel des recherches ufologiques au niveau international. Le lieu à Montréal dans un établissement universitaire, les 27 et 28 octobre 2018. Pour plus de renseignements, allez sur le site suivant congrès.garpan.ca. Le thème de ce 5e congrès ufologique, de l'expérience à la science. Je vous retrouve à présent dans le département des Pyrénées-Orientales, à côté du château de Sals. Pour continuer les informations importantes de cette édition, passons dès à présent à la rubrique Culture OVNI.
En fait, au lever du jour, les habitants de Bâle, on voit le soleil hein, sur l'illustration, hein, sur cette gravure donc, qui est conservée à Zurich. Hein. Et donc sur cette gravure, on voit le soleil lever et on voit plein de taches partout, des dizaines de taches. Hein. Donc clair, foncé, ça dépend. Au début, bon, j'ai pris ça au premier degré aussi comme un peu tout le monde, mais à force le temps passant, je dirais, j'ai fait des expériences un peu contre mon gré, hein, me retrouver à avoir le soleil en pleine face et me retrouver avec donc des persistances rétiniennes et m'apercevoir que les persistances rétiniennes, donc vous avez le disque solaire dans votre œil en fait, il n'est pas devant. Quand on regarde, on a dans le ciel bleu par exemple, les persistances elles sont partout sur le ciel. Alors elles peuvent être blanches, grises, elles peuvent être même de couleur, noires, ça dépend, mais ça dépend. Et en fait moi ce que je pense, c'est que même si on voit plusieurs personnes en train de regarder, je pense que ces gens effectivement ont vu quelque chose parce qu'ils ont tous regardé le soleil à un moment donné. Peut-être sans le vouloir, ou je ne sais pas. Peut-être un a regardé le ciel, a regardé le soleil, et il a eu des persistances rétiniennes. Oh, regardez, il y a des boules à côté, il y a une des taches à côté. Puis d'autres ont regardé, ils ont eu le même phénomène, et puis ça s'est multiplié. Alors, en fait, c'était eux qui avaient ces persistances. Et en fait, comme il y a eu plein de personnes qui ont dit la même chose, sur la gravure, il y a des dizaines de boules grises, blanches, voilà. Alors qu'en fait, ce seraient des persistances rétiniennes. Passons dès à présent à l'actualité ovni dans le monde. Je vais vous partager l'actualité ovni qu'il y a eu dans le monde en mars, avril et mai 2018. Mais commençons tout d'abord par le mois de mars. Au Canada, le 31 mars, dans l'Alberta Edmonton, observation d'un disque volant pendant 10 minutes. Dans l'Ontario, à Toronto, observation de 4 lueurs en formation disque dans le ciel. Au Costa Rica, le 6 mars, à Tamarindo, observation de lueurs étranges dans le ciel. En Allemagne, le 20 mars, à Wilhelmshaven, observation d'un ovni en forme de cône. En Espagne, le 6 mars, à Grenade, observation d'un disque volant. Le 29 mars, à Gérone, observation d'un rectangle volant. En Inde, le 4 mars, à Jalandhar, observation d'ovnis de forme ovale. Passons à présent au mois d'avril 2018. Au Canada, le 9 avril, dans l'Ontario à Toronto, observation d'un disque volant pendant 20 minutes. Le 15 avril, dans l'Alberta, à Canmore, observation de lueurs étranges pendant 3 secondes. Le 16 avril, dans le Manitoba, à Genu, observation de cigares de couleur rouge-orange. Le 21 avril, dans l'Ontario, à Oshawa, observation de lueurs. Le 30 avril, dans l'Ontario, à Oshawa, observation de lueurs étranges au nombre de 4. Le 30 avril, en Colombie-Britannique, à Burnaby, observation d'un disque volant de couleur noire. Au Mexique, le 20 avril, à Puerto Vallarta, observation de lueurs étranges de couleur blanche. En Serbie, le 28 avril, à Leskovac, observation de disque volant de couleur blanc. Et en Inde, le 19 avril, à Ludinia, observation d'un ovni en forme de diamant et de couleur jaune. Passons à présent au mois de mai 2018. Au Canada, le 5 mai, dans l'Alberta, à Condal, observation de 4 lueurs blanches dans le ciel. Le 7 mai, dans l'Alberta, à Calgary, observation d'un disque volant. Le 10 mai, dans le Manitoba, à Winnipeg, observation de lueurs étranges dans le ciel. Le 20 mai, à Québec, Montréal, observation d'ovnis. Le 26 mai, dans l'Ontario, à Windsor, observation d'un disque volant de couleur sombre. Le 30 mai, dans l'Ontario, observation d'un triangle volant, pendant 4 minutes. Le 31 mai, dans le New Brunswick, à Mass Bay, observation de lueurs étranges dans le ciel, proche d'une centrale nucléaire. Au Brésil, le 18 mai, à Rio de Janeiro, observation de plusieurs lueurs de couleur blanche et rouge. En Angleterre, le 5 mai, à Oldham, observation d'une large lueur d'aspect gélatineux. Le 19 mai, à Spittal, observation de 3 lueurs de couleur rouge. Et le 23 mai, à Sheffield, observation d'un triangle de couleur noire. En Pologne, le 8 mai, à Warsaw, observation d'un cigare volant pendant 2 secondes. Et en Inde, le 26 mai, à Chennai, observation d'un ovni en forme de diamant. Dans cette nouvelle édition de Réflexion OVNI, Rémi Fauchereau, ufologue et président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens,
auteur de nombreux ouvrages en ufologie, enquêteur, veilleur et également reporter animateur d'ODH-TV, va vous parler des bornes d'entrée du phénomène OVNI dans le département de l'Yonne, suivi d'un exemple de cas d'observation du côté de la Gravotte. S'en suivra donc les interventions d'Éric Zurcher, co-créateur du CRON, Centre de recherche ufologique niçois, auteur de nombreux ouvrages en ufologie, notamment sur les rencontres rapprochées du troisième type, vous parlera d'une affaire qui s'est déroulée à Ängelholm, en Suède. Il parlera également du polymorphisme et des réflexions autour du phénomène, avec les interventions de Robert Roussel, journaliste auteur, et Gérard Deforge. La plupart du temps, c'est le témoin qui est surpris de voir ça au-dessus de lui ou de voir ça arriver, etc. Là, généralement, c'est la couleur ou la forme. Et, tiens, j'ai vu un objet rouge, tiens, j'ai vu un objet rond, tiens, j'ai vu un cigare, tiens, voilà. En général, c'est comme ça que ça commence, tous les témoignages. Quand il me dit, j'ai vu quelque chose, je lui dis, qu'est-ce que c'était? Il me dit, ben, j'ai vu une boule rouge, j'ai vu... Alors, la forme et la couleur. Alors, je retrouve Rami Fauchereau, donc, dans loin de l'aérodrome d'Auxerre-Branche. Alors, tu m'as dit que ici, ça te rappelait... Oui, par exemple, quand on regarde un peu, par exemple, ici, là, derrière, vous voyez, il y a une clairière, là, qui se trouve cernée par une forêt. Voilà, elle se trouve au milieu d'une forêt, et ça me rappelait le lieu-dit, la Gravotte, pardon, où s'était trouvé un soir, il y a des gens qui passaient sur la route, c'était pas plus éloigné que où se trouve Mazédix, là, par rapport au champ, là, un petit chemin aussi qui amenait à la clairière, et il y avait une énorme masse de lumière, posée, comme un objet posé dans la clairière, qui éclairait juste de Charby, donc ça se trouvait à la sortie de Charby, qui éclairait jusqu'à Saint-Georges, c'est-à-dire plus de 5-6 km plus loin. De 5-6 km, ça se voyait de 5-6 km, cette lumière blanche. Et donc c'était dans les années 2000. Dans les années 2000, ils ont vu ça dans les années 2000. Une masse de lumière qu'il y avait dans une clairière. Et le lendemain, ils ont été voir et il y avait plus rien. Le lendemain matin, ils ont été voir, on voulait essayer de voir des traces, des choses comme ça, il n'y avait rien du tout, rien au sol. Rien, pas d'herbe brûlée, rien. Pourtant, il y avait une masse de lumière, elle était énorme. Ça éclairait tous les environs, sur 5-6 km. Comme tout le monde, tu as entendu parler de la vague de 46 dans les pays scandinaves. Oui. Elle commence en fin juin, début juillet 46. Donc 2 mois avant, il y a un cas dans une petite localité qui s'appelle Ängelholm. Alors c'est en suédois, mais c'est très proche de l'anglo-saxon. Donc la maison des anges. Hein. Et tu as un industriel qui voit un objet, une grosse soucoupe posée au sol avec des tuyères sur le côté, un truc totalement baroque aujourd'hui, mais qui était totalement dans l'imaginaire à l'époque. Et il y a des êtres autour qui nous ressemblent, qui sont en combinaison, il y a tout un tas de choses qui se passent, il n'y a pas de contact. Hein. Voilà. Et cet objet va laisser des traces qui vont rester 20 ans sur place. Donc, au début des années 60, il y a encore des gens qui passaient en avion au-dessus pour photographier les traces, qui étaient toujours visibles. Notamment, il avait une espèce d'empennage dessous, comme ça, qui a laissé des traces énormes. Et un grand cercle, et il y avait cet empennage perpendiculaire qui débordait le cercle. Voilà. Ce cas-là, tu le regardes aujourd'hui, il est kitsch aujourd'hui. Mais dans la culture de l'époque, il passe parfaitement. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Ou le gars... Là, tu ne peux pas dire, avec les traces, c'est une hallucination. Ou le gars a menti, et il a fabriqué lui-même les traces, et il a inventé cette histoire, donc en rapport avec la culture de l'époque, voilà, ce qui est évident. Et un sceptique te dira toujours ça au nom du rasoir d'Occam. On prend l'hypothèse la plus simple, et on éradique tout le reste. Ça a un avantage, ça sauvegarde le paradigme. Voilà, c'est le but, hein, d'ailleurs. Voilà. Ou alors, il y a bien eu quelque chose, comme il a dit le gars, et dans ce cas... Sur ce seul cas, tu as toute l'histoire de l'ufologie des RR3 qui t'est présentée. C'est-à-dire que le phénomène t'a présenté une séquence qui était matérielle, puisqu'elle a laissé des traces lourdes et tout, mais qui était en même temps du cinéma. Une sorte d'hologramme hyper perfectionné, capable d'interagir avec son environnement et de laisser des traces, donc d'une matérialité au moins provisoire.
Et ils se comportent comme ça depuis le début. Et ils nous abusent depuis le début. C'est ça. Alors ça déplace après la problématique. Hein. Pourquoi fait-il ça? Et quel est le message dessous s'il y en a un? On est bien d'accord. Pratiquement toute ta famille a observé des phénomènes insolites ou des objets volants non identifiés, et toi non. Comment expliques-tu cela? Ça, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'ils jouent à cache-cache avec moi. Ma mère a observé, mon père a observé, ma tante a observé, mon grand-père a observé, ma grand-mère avait observé aussi en même temps que mon grand-père. Je crois que mon oncle avait fait aussi une observation, même puisque c'était passé au-dessus de la cour de la ferme, ils avaient tous été témoins de cela. C'est bizarre, moi j'ai jamais rien vu. Ces approches-là sont vraiment intéressantes et elles sont dérangeantes en même temps. Parce que même dans le milieu ufologique, je suis sûr qu'il y en a qui préféraient dire « Ah c'est sûrement le gars qui a inventé le truc et qui a truqué ». Pas seulement les sceptiques, même dans le milieu ufologique, tellement c'est dérangeant. Parce que si tu tires les conséquences de ce cas-là, c'est vraiment très dérangeant. Tu vois? Et quand tu regardes après tous les cas, il y en a des milliers, mais tu t'aperçois que chaque fois, il varie dans la forme, mais le fond, la structure est toujours la même, et chaque fois, il nous abuse en nous montrant une scène qui est très étrange, mais qu'on peut comprendre. Peut-être que si on a affaire, prenons l'hypothèse extraterrestre classique, même au second degré, peut-être que s'ils nous montraient vraiment ce qu'ils sont, ou on va savoir, mais on verrait rien. Et si on voyait quelque chose, on comprendrait rien à ce qu'on verrait. Là, on peut comprendre quand même. On comprend que c'est anormal, on comprend que on l'interprète d'une certaine façon, mais on comprend, voilà. Les gens, ils seraient susceptibles même de voir atterrir comme le mec de la Marante un objet qui vient d'ailleurs, ils diront c'est un drone. Voilà. Et ça sera peut-être pas un drone. C'est ça qui est génial. Donc si vous voulez, le bruit de fond des drones est splendide, mais il y a des grandes chances que aussi certains drones seront analysés comme étant une manifestation étrangère, et ils ne le sont pas du tout à 99,99. Mais il suffira que le centième soit authentique pour qu'on ne le comprenne pas, qu'on ne l'analyse pas en tant que tel. Et c'est ça qui est génial. Le phénomène peut se décaler par rapport à notre technologie et se dissimuler dans nos technologies, surtout maintenant. Mais effectivement, le phénomène nous montre ce qu'on peut percevoir et ce qui peut le camoufler aussi. Donc c'est un camouflage idéal. Il puise le substrat de ces manifestations dans notre culture et il nous projette ça dans une ambiance space opéra, enfin space science-fiction. On peut repérer ce qu'il nous montre. Il y a une orientation, effectivement, espace, vie extraterrestre, tout ce que tu veux. Et en même temps, toute la société dira mais c'est tellement humain que nécessairement c'est des hallucinations, c'est des rumeurs, c'est un camouflage absolument parfait. Ça remonte à des dizaines d'années maintenant. Il y avait des constructions en cours dans la zone industrielle de Saint-Ouen-l'Aumône. Et il y a un jeune donc, que j'ai pu contacter grâce à une connaissance, qui un soir se balade avec sa femme sur ce chantier. Voilà. Et là, c'est enregistré, hein. Il me raconte tout de go que il a vu deux phares qui étaient au sol. Il pensait que c'était une bagnole, mais il dit c'était très puissant. Mais il dit c'est curieux, parce que ça on retrouve aussi ça dans pas mal de témoignages, ça n'éclairait pas autour. Alors déjà, ça l'a étonné. Mais alors il a été beaucoup plus étonné quand il a vu les deux phares s'envoler verticalement à une très grande vitesse. Alors en août 2002, entre Villefranche et Cudeau, s'est passé un phénomène assez curieux. Venant de l'ouest, une sorte de petite étoile a jailli. Elle s'est transformée derrière les arbres en lumière, en boule lumineuse. Et de cette boule lumineuse
par la suite, elle est descendue en direction du sol. Et puis est réapparue avec une sorte de queue. Puis le témoin n'a pas vu dans ses jumelles tout cela, mais il a aperçu par la suite à l'œil nu que la queue diminuait, et donc la boule disparaître. Après, il a vu une sorte de sphère noire, sombre plutôt, qui apparaissait dans le ciel, qui l'a fortement intrigué. Et puis derrière les arbres, un triangle après a apparu, avec au sommet 3 petits points lumineux. Voilà, il a décrit, et ça faisait un bruit, il a décrit ce triangle, et ça faisait un bruit comme quelque chose que l'on cuit sur du feu, comme un barbecue, etc. Voilà ce qu'il a pu en dire. Et donc imaginez, ça devient aussi l'écran qui va nous empêcher peut-être de prendre en compte de véritables observations de phénomènes d'OVNI. Et ça va faire partie du bruit de fond. Je pense que de toute façon, ce phénomène ne se produit d'une manière générale, hein, parce qu'il peut forcer le hasard, mais il se produit que quand les conditions sont réunies. Et nous n'avons pas accès à ces conditions. On les a sous les yeux, hein, mais on n'y a pas accès en même temps. Et si les conditions sont réunies, il se produit. Si elles ne le sont pas, il ne se produit pas tout simplement. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est après coup dire « Ah, il s'est produit, mais il se déroule toujours les mêmes choses qui font que il y a une part d'incertitude qui est projetée dessus et l'élusivité a été totale. » Et ça, on ne peut pas comprendre pourquoi. Ça appartient, encore une fois, à une physique qui coiffe tout ça par le haut et où il y a des données qui nous échappent. Et ces données intègrent la conscience. Il est là le lien. Ces données intègrent la conscience au sens large. Et le phénomène sait des choses que l'on ne sait pas. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines éditions de Matin OVNI dans le monde, où nous aborderons toujours des réflexions autour du phénomène, qu'il soit OVNI, OANI ou OSTNI, avec les interventions d'ufologues, de chercheurs dans le domaine et de témoins. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette nouvelle édition de Matin OVNI. Voilà, c'est la fin de cette édition de Matin OVNI. Je te remercie Rémi de l'avoir enregistré avec moi, comme tous les ans d'ailleurs. Moi je te remercie Gilles, et puis merci aussi à tous les autres DH-nautes, et puis en route vers de nouvelles aventures. Et à très bientôt sur les routes ufologiques en France et dans le monde sur DHTV. Au revoir. Au revoir.